la bonne nouvelle que l'on va prendre, c'est que c'est une population quand même assez vieillissante. Et que les jeunes, ils vont beaucoup moins. Alors, moi, je viens d'un milieu rural dans le Tarn, je me dis aussi, on peut comprendre hein, que culturellement, ça correspondait à quelque chose, à une époque où je ne rentre pas dans le débat, si vous voulez, vegan, parce que là, on s'en sort plus, c'est pas que ce soit pas inintéressant, mais bon, moi, je suis pas sur Terre pour tuer du vivant, c'est ok, c'est une chose. Mais je peux comprendre que ça existe, voilà, je m'arrête juste là. Mais aujourd'hui, enfin, autrefois, mon arrière-grand-père, il tirait, mais il bouffait ce qu'il tirait. Voilà. Et il mangeait aussi avec ça. Bon. Et quand il voyait effectivement deux grandes oreilles derrière la haie, il ne tirait pas parce que c'était un âne. Vous voyez, donc, il savait que c'était pas un lièvre. Bon. Donc aujourd'hui, on est sur de la chasse principalement récréative. Je dis bien principalement parce qu'il y a des gens quand même qui continuent. Moi, je vais... dans quelques jours, je serai chez des copains dans les Hautes-Pyrénées, le gars il descend son sanglier, il se le bouffe à tous, voilà. Sur le sanglier, certes, le sanglier a une âme, a une conscience, il est formidable, etc. Parfait, enfin, ça pullule dans tous les sens. Donc il y a un moment, il y a aussi une régulation que l'on peut entendre, je dis bien que l'on peut entendre, à part que la chasse n'a jamais régulé les excès et les espèces en voie de disparition. C'est-à-dire que, là j'ai fait mon papier samedi à l'antenne, sur entre autres le lagopède, le tétralyre, qui sont deux espèces montagnardes superbes en voie de disparition totale, on continue à les flinguer, c'est une honte. Bon, d'aller tirer, si vous voulez, du vivant sur des oiseaux qui passent dans le ciel, à mon avis, c'est une honte aussi. Ça, c'est pour les espèces effectivement qui disparaissent, il y en a plein d'autres. Après, pour les espèces qui sont trop nombreuses, c'est-à-dire, on va dire, le cerf et le sanglier ou le cochonglier que l'on a merveilleusement agrainé aussi. Pourquoi? Parce que le problème numéro un, c'est l'argent de la chasse qui est derrière. Quand vous voyez effectivement le prix d'une tonne, comme on dit lorsqu'on est un peu plus au sud de chez nous, c'est-à-dire dans la baie de Somme, vous comprenez effectivement qu'il y a un business de la chasse. Voilà. Donc c'est tout ça qui est lié. Maintenant, c'est vrai qu'il y a... alors, il y a un lobby qui est un peu moins fort à l'Assemblée nationale. J'en veux pour preuve que moi j'ai reçu des mails de gens de la chasse à courre en disant voilà, on a des problèmes, on est un peu menacé, tout ça. Je ne pourrais pourquoi l'envoyer à moi, enfin bon, c'est pas grave. Mais quand même, ça va perdurer pour des questions électorales. Ça a été très net, c'est-à-dire qu'il y a un an, lorsque Emmanuel Macron donc, est allé à Chambord, il y avait donc une haie donc, de lait de chaque côté. Une fois de plus, hein, c'est pas quelqu'un qui aime la chasse, hein, c'est pas ça, on ne verra jamais chasser. Mais on a rouvert les chasses présidentielles, et symboliquement, c'est tant de voix qui correspondent à une pluralité, en se disant de toute façon, si ces voix-là, je ne les ai pas, c'est le Front National qui les aura. Je vous fais le résumé très simple, hein, à gros traits, parce que ça manque un peu de nuance à mon affaire. Mais c'est quand même ça. Donc aujourd'hui, oui, alors allons-y, pétitionnons les uns et les autres, allons secouer nos députés, allons secouer nos sénateurs. Mais derrière, c'est vrai qu'il y a un très gros enjeu politique et aussi un très gros enjeu d'argent. Thierry Coste est un formidable lobbyiste qui travaille pour les armes Beretta et qui d'ailleurs avant a bossé, enfin, a fait le même lobbying auprès de Sarkozy, auprès de Hollande, là il l'a fait donc auprès de Macron. Bon, alors symboliquement, le permis de chasse est passé de 400 € à 200 €, mais ça c'est le permis national, donc en fait il y a très peu de gens qui utilisent un permis sur tous les départements. Et ils n'ont pas baissé le permis de chasse, si vous voulez, d'un point de vue départemental. Et c'est là surtout que les gens donc, chassent. Mais on en est là. Voilà, c'est une partie de la réponse. Je ne sais pas si vous voulez le prendre. Bon, je vais commencer par la fin, maintenant c'est vous qui allez poser. Alors, on y va. Oui, alors Yves Cochet, donc notre Yves Cochet. Drôle, par ailleurs. Non, je plaisante, c'est vrai qu'il n'est pas marrant, Yves. Non, mais il a une très bonne vue, quoi. C'est un gars qui connaît très très bien son truc, donc il habite à Rennes. Il est donc dans sa maison avec autonomie maximale. Voilà, donc adepte de la collapsologie, c'est-à-dire on acte l'effondrement et les effondrements à venir. Ok, c'est déjà bourré de 10 ans, de 15 ans, mais peu importe. Actuellement, on sont en train de s'agréger maintenant les données du GIEC, les données de l'IPBES, c'est un cycle monstrueux, ça, bon, bref, c'est-à-dire le GIEC de la biodiversité, même mondialement, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça tombe. Donc, comment on fait? On essaie de se débrouiller pour
être sur une certaine autonomie. Qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de prendre le bébé, que l'on là-dessus sur Yves Cochet ou Bah, personnellement, je ne savais pas. Je sais qu'il s'intéresse de près à la collapsologie, qu'il réfléchit avec l'Institut Momentum et plein de gens à comment on peut se préparer d'une manière non violente, tant que possible, à des situations liées à l'effondrement de la biodiversité, peut-être de l'économie, du climat qui ne va pas, des épidémies, etc. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui a écrit pas mal de trucs intéressants sur le sujet et qui a une grande culture presque mathématique de l'énergie, de la fin du pétrole, voilà. Alors je ne sais pas quel type de stage il fait, je ne suis pas au courant donc je ne réponds pas à la question, mais voilà, il faudrait aller fouiller. Le survivalisme c'est intéressant, mais avant de survivre, il faut peut-être vivre. Mais il fait des stages de... Après, vous avez parlé d'un stage de survivalisme. Qu'on parle d'effondrement, qu'on parle de survivalisme, qu'on parle, parce qu'on a évoqué tout ça. De toute manière, il faut peut-être revenir sur le faire société de manière un peu plus festive et conviviale. Comme vous disiez tout à l'heure, peut-être arrêter de se culpabiliser les autres et d'essayer de faire un peu plus en collectif. Et ça passe par quoi? Par des actes tout simples, d'agir en groupe de manière à ce que, en convivialité. Un retour d'expérience sur le jardin écologique. Pendant 5 ans, on a essayé d'aménager ce lieu en chantier participatif notamment. Un chantier participatif, c'est des bénévoles du coup qui travaillent, c'est la main-d'œuvre gratuite. Donc il ne faut pas voir ça comme une main-d'œuvre gratuite, mais bien comme une nouvelle façon d'aménager les espaces et de responsabiliser les gens pour le gérer après. Donc du coup, il y a cette notion d'éducation et de transmission aussi, du comment c'est fait, comment on gère, et comment je me responsabilise, et comment je fais pour ne pas aller voir le maire, la mairie, les collectivités, les responsables politiques, les décideurs, les services techniques pour dire c'est de votre faute, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela au pied de chez moi. C'est prendre conscience de manière conviviale avec son voisin, d'agir directement. Et l'exemple de la haie tout à l'heure, c'est bien souvent... on voit un paysagiste qui plante beaucoup d'arbres. C'est un gros sujet, l'arbre. C'est souvent le premier sujet de conflit de voisinage. Parce qu'il y a des feuilles, il y a du pollen, il y a des fruits, il y a un tas de choses qui dérangent. Et si on voit seulement du point de vue de l'écologie, oui, voilà, c'est facile, on plante un arbre. Mais quand on le prend d'une manière globale, notamment l'arbre en ville, là, il y a un problème. Et donc, du coup, vraiment la clé, je répète, c'est l'histoire de langage commun et de savoir travailler en groupe et d'être dans l'entraide est une chose vraiment essentielle pour décloisonner la chose. Je voulais revenir aussi sur l'histoire du paysage. Tout à l'heure je parlais du paysage qui était très subjectif et que chacun avait sa définition du paysage. Si on voit le même environnement, on pourrait le définir. J'avais pas pensé au paysage intérieur, c'est vrai. C'est assez... Mais voilà, il faut réapprendre à dialoguer et à voir qui voit quoi et comment on s'exprime. Alors, je suis une chose, parce que je connais un petit peu Cochet, pas bien, mais enfin, je le connais un peu. Autant il peut avoir raison sur les analyses actuelles. Après, si vous voulez l'avenir, quand même, je vous rassure, tout n'est pas écrit en se disant que tout va se casser la gueule, on n'en sait rien. On ne sait pas quelles vont être les capacités de résilience de plein d'écosystèmes. En revanche, on se donne de moins en moins de chance, effectivement, parce qu'on voit quand même des bouts d'effondrement qui sont en train de dégager, donc des écosystèmes qui partent, donc ce seront des chances en moins, effectivement, pour arriver donc, à vivre à peu près correctement sur Terre. Mais ce qui manque, et c'était ça aussi, c'est-à-dire que c'est un peu, et là je sais que c'est très difficile, mais c'est aussi une notion de plaisir. Nous sommes des animaux de plaisir, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si vous gueulez sur un rat qui est dans une cage,
sans lui montrer la sortie, vous allez le stresser encore plus. Et nous, c'est pareil. Donc après, effectivement, moi, j'en veux pas aux gens qui sont dans le déni par rapport à ces problèmes. Ils se protègent comme ils peuvent. Je ne vais pas les accuser de quoi que ce soit. Ce qui se passe est un truc complètement dément. On est devenu une force géologique. C'est toutes les définitions donc, de l'anthropocène aujourd'hui. Mais le côté fun, si vous voulez, de Cochet, je ne l'ai pas encore. Voilà. Ça serait mais moi, je comprends. Je comprends qu'il fasse son... C'est pas encore tranché, hein, d'ailleurs, qu'il fait. Les trucs me fait, je vous l'ai repris. C'est pas un survivaliste. Effectivement, c'est collapsologie. Donc, comment on peut avoir une espèce de collapsologie joyeuse? J'en sais foutrement rien. Mais en tout cas, pourquoi pas. Nous avons notre friche Saint-Sauveur, on y va. Merci. Bah écoutez, c'est 23 hectares en cœur de ville, dans le centre-ville. C'est une ancienne friche ferroviaire et qui est désaffectée aujourd'hui et donc qui... Donc promoteur, espace vert. Ah, Voilà. Et non pas de ménagement, comme je disais là. Et donc c'est très simple. C'est le symbole finalement de la réflexion qu'on a amenée sur qu'est-ce qu'on fait des friches qui nous restent en métropole aujourd'hui, notamment sur l'île Roubaix-Tourcoing, en ville très, très dense et très urbaine, qui possède encore quelques friches industrielles comme ça en plein cœur de ville. Donc est-ce qu'il faut... mais plus globalement, ça interroge sur... et je pense qu'on avance tous en marchant dans ce domaine, quelles que soient nos obédiences, on va dire. On peut dire ces mots-là sans forcément une référence. Et c'est quoi aujourd'hui la ville de demain, quoi, en gros, enfin, je fais la grande traite. Et donc, est-ce qu'il faut complètement dédier la friche en cœur de ville à un boisement, une forêt urbaine, à un parc urbain? Est-ce qu'il faut recréer des équilibres entre la part bâtie, parce qu'il y a quand même des gens à loger, et la part nature? Aujourd'hui, effectivement, moi c'est mon avis, en tout cas, l'équilibre il n'y est pas dans le projet qui est proposé aujourd'hui, enfin qui est décidé aujourd'hui. Merci pour cette parole. Éducation, en pensant peut-être davantage à nos petits. Alors pour les vieux, c'est foutu. Hein. Pour ceux de mon âge, c'est terminé. Non, je plaisante, hein, parce que là, on est tous quand même un certain nombre avec quelques cheveux blancs, donc vous êtes tout à fait concernés. Mais enfin, si vous voulez, globalement, les sondages sont assez formels. Autant nos jeunes sont là et en font, effectivement, de l'écologie, de l'environnement une priorité, pas pour tous les jeunes, mais en tout cas pour beaucoup plus que le clivage droite-gauche qui ne les intéresse absolument pas. Mais c'est en tirant d'ailleurs aussi le fil de cette écologie qu'après on se rend compte très vite des différents systèmes qui nous sont imposés ou bien que l'on accepte. Éducation, qui a envie de parler de ça, donc sur ces thèmes-là? Je l'en prie. Oui, alors il faut distinguer éducation de qui, à quel niveau, mais effectivement je pense que la priorité c'est vraiment très jeune et dans les cours de récréation, l'invitation à faire, à cultiver des lentilles, des épinards, ce genre de choses, ne serait-ce que pour comme une éducation à la saisonnalité. Je pense que l'un des grands drames aujourd'hui chez les consommateurs, c'est d'avoir perdu totalement le sens des produits de saison et ce genre de choses. Et que ce soit pour la santé humaine, que ce soit pour nos écosystèmes, il est clair qu'il faut réintroduire une consommation directement liée à la saisonnalité des choses. Puis c'est vrai qu'un gamin qui a semé des lentilles, qui a récolté des lentilles, il aime les lentilles, il mange les lentilles. Ça aide aussi pour la santé, je crois que c'est décisif. Quand on est au niveau de l'enseignement supérieur, ça a été un peu mon rôle, la formation des agronomes, alors là, je ne vous cache pas que là, il y a encore beaucoup à faire. Donc, c'est pas encore des vieux complètement cheveux blancs, mais à ces âges-là, et je dirais que le principal drame, c'est qu'on présente un peu l'écosystème de façon non systémique. Donc, il y a un enseignant de sciences du sol pour les agronomes, il enseignera les champignons mycorhiziens, ça sera enseigné. Il y aura un autre qui enseigne la protection des cultures, il enseignera les produits fongicides. Et aucun des deux enseignants ne dira que si, contre le milieu, vous commencez à mettre un fongicide, vous êtes peut-être en train de tuer la fertilité des sols. Et que tout ça n'est qu'un seul et même univers, un écosystème, une incroyable complexité, avec des multiples interactions. Et dans l'éducation, l'introduction à la biodiversité, c'est pas seulement la liste des espèces, des variétés, ce genre de choses, mais des interactions. C'est que la biodiversité, c'est la diversité aussi de tous les services écosystémiques que peuvent nous rendre cette diversité en question. Et je crois que là, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Et puis je vous dirais aussi, pour ce qui est des agronomes, alors là je dis bien agronome, nomos, la règle, c'est que les scientifiques, les agronomes, je veux dire, moi je savais quand j'étais gamin, enfin non, quand j'étais gamin, quand j'étais juste agronome, tout juste formaté, je savais ce qu'était une variété améliorée, à haut potentiel génétique de rendement. Je savais ce qu'était une mauvaise herbe. Je savais le bien, le mal, j'étais proche de Dieu. Alors ça c'est terminé. Les agronomes qui deviennent des scientocrates, qui savent le bien, le mal, et dictent les bonnes pratiques, ce genre de choses, alors là on arrête. Non, non. Les bonnes pratiques, ça se discute de façon conviviale, ça se discute en commun, ça peut être discuté en partageant des biens communs et en travaillant dans un climat convivial, mais la supériorité du scientifique pour définir les normes, c'est un peu comme l'économie, qui, au lieu de rendre le monde intelligible, dicte des normes pour l'optimum et voilà comment il faut faire. Alors ça, si on pouvait se débarrasser de tout ça, ce serait quand même pas mal. Gros effort à faire. Merci beaucoup, Gérard. Moi, je tiens à rendre aussi hommage à Marc, parce que ceux qui nous ont véritablement sensibilisés donc, sur les sols, ça a été Marc Dufumier, ça a été Lydia et Claude Bourguignon. Maintenant, Marc-André Séos a un peu pris le relais de tout cela. Mon copain du chemin, un gars de Coudry, donc Frédéric Danré, je dis pas Danré, je sais comment on prononce ici. Bon. avait écrit aussi un bouquin qui s'appelle Cessons de ruiner notre sol. Enfin voilà. Donc maintenant c'est devenu un objet. Ça y est. Il n'y a aucun droit, si vous voulez, sur le sol en fait. En absolu, je ne parle pas du droit foncier. Ce qui nous amène d'ailleurs propriété privée, usage. Voilà. Comment on met en œuvre, monsieur, donc vous voulez avoir effectivement un peu des précisions sur ce que vous aviez dit tout à l'heure sur les fameux communs. Donc, comment on pourrait mettre cette affaire-là en mouvement, Jean-Marc Avant d'aborder sur la question de l'éducation, il y a quand même des choses qui sont vraiment importantes et considérables. Il y a effectivement un effort à faire du point de vue scientifique. Et en particulier, justement, le décloisonnement. Il y a un instant, nous manquons on va dire, de transdisciplinarité, nous manquons d'interaction. Nous manquons encore, y compris dans les universités, nous manquons de cette espèce de capacité à faire des traversées dans des disciplines différentes. Et en particulier, il y a cette culture qui est tout à fait importante, qui reste encore malheureusement tout à fait importante entre les sciences de la nature et les sciences sociales. Et c'est absolument dramatique de ce point de vue. Donc ce point de l'éducation, il est absolument essentiel, je dirais, pour les concepteurs de programmes d'enseignement. Je sais pas, vous voyez, c'est quelque chose on connaît un terme un peu technique, du point de vue épistémologique, du point de vue de la construction même d'un programme d'enseignement, c'est absolument essentiel. La deuxième chose dont nous manquons encore, et sur laquelle une chose sur laquelle nous pouvons, je crois, véritablement insister en termes éducatifs, j'employais un terme que je crois important, qui est le mot attention. C'est de l'éducation à l'attention dont il s'agit, ou à l'observation, si on veut. Et ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel dès la petite enfance. L'éducation à l'attention, ça veut dire effectivement lutter, d'une certaine manière, parce que c'est très conflictuel cette affaire, lutter contre toutes les forces qui nous conduisent au divertissement, à l'inattention. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a tout un problème, à la fois technique et politique, autour de la question de l'économie de l'attention, de la captation de l'attention par un certain nombre de dispositifs techniques prévus pour ça. Je développe pas ce point. Après, il y a une deuxième chose que j'ai évoquée, et je viens progressivement à la question de l'usage. Faire société avec la nature. Il y a un point, justement, qui est un point de réflexion, qui est faire société. Faire société avec, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut dire précisément par là? Je n'ai pas de réponse, aujourd'hui. Mais il me semble que ce qu'on voit d'ailleurs un peu partout, dans un certain nombre de situations locales, mais à vocation expérimentale, effectivement, en bas, comme on dit. Ce qu'on voit, c'est effectivement la prise en charge par, comme certains paysagistes disent, par les gens, l'organisation des gens sur place. On voit les gens, et on va rester sur ce concept très vague, mais qui suffira,
pour les gens, tout simplement, prendre en charge eh bien, un certain nombre de lieux, d'espaces, où ils se posent la question et ils agissent en faveur d'eux, ils se posent la question tout simplement de la, je vais employer un terme qui est peut-être un peu insuffisant, mais qui nous suffira pour aujourd'hui, tout simplement ils se posent la question de la qualité de l'endroit, de l'espace. Avant que les permis végétalisés donc, existent, on ne voyait pas effectivement que le citoyen est une mainmise quelconque sur un espace public. Voilà. Et maintenant, donc, on peut le faire. On va acter ça comme étant une petite évolution. Ferme urbaine, cher Marc. Vas-y sur les fermes urbaines, effectivement, qui fleurissent depuis moins d'une dizaine d'années, donc sur les toits. On ne parle pas des toits forcément végétalisés, mais ça peut en faire partie, mais en tout cas, on plante. Alors, on a aussi donc de merveilleuses fermes où là, les légumes ne connaissent pas la terre non plus. Enfin, bon, donc, évidemment, tout dépend de ce qu'on appelle ferme urbaine. Il y a évidemment des jardins partagés, intra-urbains ou périurbains, pour lesquels je dis souvent le plus grand bien. Pour une multiprésence, parce que ça permet notamment à des gens qui sont chômeurs ou en difficulté d'avoir accès quand même à leurs propres légumes et autres. Et la question qu'on se pose dans les fermes urbaines, quand on parle de jardin à ras du sol, c'est effectivement les risques de contamination par les métaux lourds, et notamment le plomb, qui est des circulations. Et il est clair que sur les toits, la propriété, nous on a des toits effectivement végétalisés, il y a des expériences qui se font là-dessus, et on découvre qu'effectivement en hauteur, il y a beaucoup moins de pollution. Et on peut éventuellement dans des immeubles recycler, pas seulement de marque de café, il y a des systèmes de lombricompostage résidentiel. Il peut y avoir une éducation justement à l'écologie un peu. Qu'est-ce que c'est qu'un compost, qu'est-ce que font des lombrics, qu'est-ce que c'est qu'une matière organique, comment on peut recycler des résidus de cuisine sans avoir à les brûler, ce genre de choses. Je crois que c'est décisif. Mais souvent aujourd'hui, quand on parle de ferme urbaine, et c'est peut-être ça le sens de la question, c'est qu'effectivement, on dit toujours, on peut faire sur plusieurs étages une culture en hydroponie, le terme consacré c'est hydroponie, c'est-à-dire on cultive des salades, il n'y a pas de sol, c'est juste de l'eau enrichie d'éléments minéraux, il y a quand même une espèce de fibre de roche pour qu'il y ait quand même un endroit où les racines vont essayer de végéter, et on est capable de mettre tant d'infrarouge, tant d'ultraviolet, etc. La lumière est complètement artificielle. Et les gens présentent ça comme une solution d'avenir. On dit culture hors sol, parce qu'il n'y a plus de sol. Alors, je vous dis tout de suite. Alors, par contre, par rapport aux pesticides, pour l'instant, ils arrivent à éviter les pesticides. Donc, de ce point de vue-là, la qualité sanitaire, les pesticides, etc. Mais est-ce qu'il y a les mêmes minéraux? Est-ce qu'on va avoir les mêmes vertus? Non, alors, et de plus, les variétés qui sont sélectionnées pour faire ça ne sont pas des variétés riches en polyphénol et ce genre de choses. On est dans une agriculture qui est quand même finalement industrielle de ce point de vue-là. C'est très formaté et donc c'est pas la diversité des légumes et ce genre de choses. Moi je suis plutôt hyper réservé à l'égard de ceux qui nous vendent ce type de ferme urbaine comme étant l'avenir. Moi je préfère qu'une plante utilise gracieusement et gratuitement l'énergie solaire qui ne nous manque pas. Et donc oui, végétalisons les endroits exposés au soleil en ville, dans des endroits si possible non pollués, et aussi pourquoi pas une diversité de plantes. Ce que font des gens en milieu de transition. C'est vrai que les Britanniques, eux, ils avaient toujours une pelouse devant la maison, entre la maison et la route. Maintenant, ils font des légumes, ils arrivent à ne pas se faire voler. Quand tout le monde fait ça, de temps en temps, il y a un poireau qui disparaît, mais bon, c'est pas grave, on va aller chercher un autre poireau chez le voisin. Mais on n'y est pas encore complètement. C'est la fameuse utopie qu'on essaie de réaliser, mais il y a des endroits où ça avance. Donc c'est aussi un apprentissage le bien commun, la convivialité, la compassion à l'égard des voisins, le respect, ce genre de choses. Juste sur les biens communs, je reviens légèrement en arrière, parce que je travaille là-dessus, mais moi dans d'autres circonstances, c'est quand agriculteurs et éleveurs se disputent les mêmes terrains au Mali, au Niger, en République centrafricaine. Et puis on a l'histoire quand même de chez nous où il y avait des pâturages communs, il y avait des communaux, et dans certains. Et vous savez qu'il y a eu totalement une théorie en faveur de la propriété privée qui était la tragédie des communs. C'est-à-dire la tragédie des communs, si c'est des biens qui sont seulement libres d'accès, effectivement celui qui a 100 bêtes, 100 vaches, il utilise 100 fois plus de fourrage que celui qui n'en a qu'une. Et donc c'est vrai qu'il y a des biens communs qui sont gérés libres d'accès, mais de façon très inégalitaire. Et assez curieusement,
quand vous êtes dans les communautés andines, par exemple, en Amérique latine, les gens disent ah, c'est collectif. Non, non, c'est pas collectif, c'est très individuel sur les biens communs. Mais par contre, il y a effectivement des lieux où les gens parviennent de façon très démocratique à définir des droits d'usage, des droits d'usufruit, des droits de passage des animaux en saison sèche, et puis c'est les cultures aux agriculteurs sur des parcelles individualisées aux familles en saison des pluies. C'est pas encore la propriété foncière, non, c'est des droits d'usufruit, d'usage qui sont attribués en saison des pluies pour les uns, en saison sèche pour d'autres. Et sachez qu'il y a des endroits où ça marche très bien. Il y a des endroits, par contre, où il y a des guerres civiles aujourd'hui, on se dispute, effectivement, les agriculteurs, les éleveurs nomades, les agriculteurs se disputent les ressources. Et là, il faut trouver des solutions, effectivement, gagnant-gagnant, agriculteurs, éleveurs, différents usagers, il y a des bûcherons aussi, qui vendent des boîtes de chauffe et ce genre de choses. Mais sachez que, y compris, même là, quand il y a des guerres civiles et ce genre de choses, des solutions gagnant-gagnant, on en connaît. On ne peut pas dire qu'on ne connaît rien. Il faut s'inspirer d'expériences paysannes qui ont réussi et s'interroger pourquoi ça réussit là, pourquoi ça échoue à l'endroit et quelles sont les conditions socio-économiques qui permettraient de. Et là, de nouveau, moi je ne suis pas juriste justement, mais moi technique, quand je dis on peut cultiver, il y a des milliers de sorgho, les rendements sont 3 fois supérieurs sous un parc de Fédermia albida, et ces Fédermia albida, ces arbres fertilisants sont aussi des arbres fourragers pour les animaux. C'est d'ailleurs les animaux des troupeaux des éleveurs qui réensemencent le territoire en ces graines, parce que ça passe dans tout le digestif, la dormance est élevée. Enfin, je veux dire, du point de vue scientifique, c'est passionnant, mais ça peut être une incroyable utilité que les scientifiques puissent accompagner des sociétés qui s'inventent un nouveau droit avec les chefs